Bonjour, c'est Christelle Cronier pour le Cercle de Confiance. Aujourd'hui, Lionel Pancrazio, chercheur et docteur en durabilité et enseignant notamment à HEC, nous montre la voie pour devenir plus écolo. Voilà des années que Lionel réfléchit à la survie de notre planète et de notre espèce. Et il a bien des idées pour aller dans le sens de la durabilité, ou sustainability comme on dit en anglais. Bonjour Lionel. Bonjour Christelle. Alors je suis ravie de venir vers vous aujourd'hui parce que je sais que ça fait plusieurs années que vous travaillez à, on va dire, sauver le monde, ou en tout cas nous montrer le chemin. Alors, j'espère en tous les cas contribuer à éclairer ce qui est à notre portée pour effectivement transformer notre façon de faire. C'est une quête que je me suis appliquée à moi-même à partir des crises, notamment celle de 2008, où j'ai pleinement pris conscience qu'une crise financière était aussi une crise sanitaire, et la crise de 2020 nous montre qu'une crise sanitaire est à la fois une crise financière et que les deux sont assez liés et que les deux tuent. Et qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu envie vraiment de comprendre ce qui se passait et pourquoi cela se passait, alors que d'un point de vue macro, on pouvait se dire que avec nos avancées, nos progrès, on pouvait aller vers un monde où le bien-être ne faisait que croître. Or, on se rend compte qu'il y a des dérèglements très importants et que ces dérèglements pourraient arriver jusqu'à compromettre l'existence même de l'être humain. Et en pratique, d'un point de vue économique, nous avons oublié, notamment tout le siècle dernier, mais avant, que l'être humain vivait sur une planète et que cette planète avait des limites. Et à partir du moment où nous n'avons pas intégré les ressources comme étant finies, à partir du moment où nous n'avons pas intégré que le fait qu'il y ait la vie sur Terre est un processus très long qui a pris plusieurs milliards d'années, et que l'être humain est un être vivant qui doit respecter l'équilibre des autres êtres vivants et de son écosystème, malheureusement, on arrive à un moment où, et c'est pour ça qu'on parle d'anthropocène, c'est pour ça qu'on parle de limites planétaires, nous arrivons à un moment où l'impact de nos activités peut être un vecteur de dérèglement tel que la vie est compromise pour nous-mêmes. La planète vient se rappeler à nous. Alors c'est quoi la durabilité ? Aujourd'hui, il n'y a pas un consensus sur ce terme. Il y a un terme anglais qui fait plus consensus, qui est sustainability. Et en français, durabilité, ça pourrait être, si c'est retenu comme un terme qui fait consensus, celui qui amène à prendre en considération la vie humaine, la vie tout court à la surface de la planète et les équilibres qui sont nécessaires pour permettre à notre population, qui est passée au siècle dernier d'un peu plus d'1 milliard de personnes à aujourd'hui près de 8 milliards de personnes, c'est arriver à faire en sorte que nos modes de vie soient durables, que la gestion de nos activités soit durable et que on puisse croître, se développer, avoir une population qui continue de se développer sans que ça pose pour autant de problèmes, mais avec une façon de faire qui est très différente. Et on voit bien, notamment dans les sujets qui m'ont préoccupé cette dernière décennie, qu'il y a une vraie problématique autour de notre mode de vie urbain. Le mode de vie urbain représente 70 à 80% des problématiques de dérèglement climatique. Et donc c'est autour de ces mécanismes-là, de ces principes que j'ai cherché comment est-ce que la vie
qui est essentiellement aujourd'hui urbaine, pouvait devenir durable. Et ça implique pas tant de changer notre façon de vivre, mais ça sous-tend qu'il faut profondément transformer la gestion et l'impact de chacune de nos façons de faire, de chacune de nos activités. Il y a aujourd'hui des mesures que nous n'avons pas, il y a aujourd'hui des approches que nous n'avons pas, et il faut surtout cesser, dans les activités que nous avons, d'avoir des approches linéaires. Peut-être pour être concret, si vous le voulez. Oui. Aujourd'hui, c'est très compliqué, si on a une approche linéaire, de tout transformer. Qu'est-ce que vous appelez une approche linéaire ? Merci Christelle de la question, et pardon de ne pas avoir été plus clair. En fait, ce que j'appelle l'approche linéaire, on aurait pu appeler ça une approche segmentée ou une approche sectorielle. C'est-à-dire que typiquement dans nos civilisations, on va dire développées, on a segmenté les activités. Vous avez l'agroalimentaire, vous avez la mobilité, vous avez la construction, l'habitat, le tertiaire. Vous avez, je dirais, un nombre toujours plus important d'activités. Le numérique, ces éléments-là. Si on raisonne de façon linéaire, on va dire il ne faut plus de voitures carbonées, donc avec un moteur à essence ou au diesel ou au gaz. Il faut que toutes les voitures soient décarbonées. Ok. Cette approche linéaire est bien sûr importante, de tendre à ce que les véhicules n'émettent plus de CO2 qui est responsable du dérèglement climatique. En revanche, il faut aussi prendre en considération les ressources, donc l'énergie, l'impact carbone à très court terme pour produire ces nouvelles voitures. Il faut également anticiper que tous les véhicules qui sortiraient je dirais, du parc et qui ne seraient plus utilisés, ils vont devenir des déchets. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, on se rend compte que si on dit on change toutes les voitures, si on dit on change tous les avions, si on dit on change toutes les formes d'habitat, si on dit on change complètement l'agriculture du jour au lendemain et qu'on veut tout transformer, mais en parallèle, on n'arrive pas, on n'en a pas les moyens, on n'a pas le temps pour le faire, et au final, on pourrait même engendrer des choses qui seraient pires que précédemment, parce que si on n'intègre pas la totalité de l'impact de la production d'une voiture, c'est-à-dire le fer que l'on produit pour cette voiture, les composants électroniques, tous les transports qui vont permettre que cette voiture soit assemblée à un endroit donné, que on va retirer d'autres voitures. Où vont aller ces voitures ? Est-ce qu'elles vont aller dans d'autres pays ? Est-ce qu'elles vont être détruites ? Est-ce qu'elles vont être recyclées ? Est-ce qu'on peut récupérer des ressources, donc des matières, ou est-ce qu'on ne peut pas ? Si on n'a pas une vision global, systémique à l'intérieur de la filière, plus entre les filières, on n'arrive pas aux solutions. Et ça veut dire que quand on parle par exemple, sur un quartier de ville, et votre terme est juste, une approche globale et systémique, et ensuite appliquée de façon un peu transverse. On peut donner une autre idée en prenant un quartier. Si on produit de l'énergie renouvelable dans un quartier, on sait que l'énergie renouvelable, elle ne va fonctionner qu'à certains moments. Notamment, si cette énergie vient du photovoltaïque, ça va donc être le soleil qui va produire et qui va permettre la production, et la lumière qui va permettre la production par des cellules photovoltaïques. On voit bien que
la production se fait à des moments où l'usage peut être différent. Si nous imaginons travailler dans un bureau, si nous avons des panneaux photovoltaïques chez nous, dans notre habitat et que nous n'y sommes pas, on ne va pas consommer cette énergie, il va falloir la stocker pour ensuite l'utiliser à un autre moment. Si on a une vision un peu plus globale au niveau du quartier, si nous sommes en train de produire dans notre habitat de l'énergie et que nous avons une école qui est pas très loin, eh bien là, on a un match direct entre la production d'énergie et l'usage de l'énergie. Et donc, on peut avoir, avec cette vision-là, interconnectée, une possibilité de façon beaucoup moins chère, beaucoup moins complexe, à obtenir des formes d'autour ça. Il faut transformer la réglementation, parce qu'aujourd'hui, c'est interdit pour un particulier, sauf contexte très particulier, de revendre en direct. Il est obligé de passer par un gestionnaire de réseau. Donc il y a des problématiques aussi juridiques de fonctionnement où on doit adapter à la fois notre façon de concevoir, notre façon de gérer et aussi notre façon de faire. Et à partir de ce moment-là, on arrive à transformer de façon systémique des choses que l'on n'imaginait pas aujourd'hui pouvoir faire. C'est le cas dans quelques quartiers, dans quelques villes de par le monde, où des personnes qui vivent tout à fait bien, y compris en Europe, commencent à atteindre des modes de vie durables, c'est-à-dire ne pas prendre plus d'énergie, plus de ressources que ce que la moyenne disponible à la surface de la planète permettrait pour l'ensemble des individus. Et ce sont pour autant des personnes qui vivent dans des habitats tout à fait confortables, qui se nourrissent très bien, qui se déplacent, mais ils ont questionné chacune de leurs façons de faire et souvent ils ont mutualisé des choses qu'avant on avait chacun. Sur quel pays est-ce qu'on pourrait prendre exemple où il y a vraiment une interconnexion, comme vous dites qu'il faut l'avoir? Malheureusement, on se rend compte qu'on ne peut jamais prendre complètement exemple sur un pays et se dire on va transposer la solution dans notre pays. Ça ne fonctionne jamais parce que il y a des aspects culturels, il y a des aspects réglementaires, il y a des pratiques des personnes qui font que c'est jamais transposable complètement. Et parfois aussi, peut-être dans certains pays, la montée des inégalités qui fait que on peut peut-être pas transposer les choses de la même manière. Hein. Oui, de façon systématique, on peut pas transposer. En revanche, on doit pouvoir s'inspirer. Et là, il y a effectivement une foultitude d'initiatives qui sont intéressantes et qu'on peut essayer de recomposer. Je crois qu'une des principales, et c'est probablement un des défis que nous avons aujourd'hui, c'est arriver à tous comprendre que nous atteignions les limites planétaires. Oui, ça on a bien compris. On a vu cet été. Bon, tant mieux. Donc votre message est rassurant. Si déjà il y a cette prise de conscience-là, elle permet maintenant de commencer à donner les clés. Les clés en fait de lecture, elles sont finalement assez simples. Chacune de nos activités est responsable d'impacts importants. Si on prend les lieux dans lesquels nous habitons, c'est par exemple 40% de la consommation énergétique d'un pays. Entre 30 et 40% suivant les localisations, et la problématique après doit être territorialisée parce que le problème au nord de la France est pas le même qu'au sud de la France ou que sous les tropiques, mais néanmoins en masse et ensuite territorialement, il y a un élément clé qui est on consomme beaucoup d'énergie pour de l'habitat alors qu'on saurait probablement rendre autonomes ces formes d'habitat.
C'est plus facile sur des formes un peu, on va dire, où il y a de la place. C'est un peu plus compliqué dès qu'on est dans des environnements urbains denses, mais néanmoins les solutions existent. Mais on voit qu'on parle quand même de 40% de la consommation énergétique qui aujourd'hui, comme on produit de l'énergie à base de sources carbonées, est responsable du dérèglement climatique et donc du réchauffement climatique. 30% en plus de ces 40% sont souvent liés au transport. Et donc, ce sont nos moyens de déplacement actuellement qui sont là aussi sous forme très fortement carbonée et qui, de ce fait, sont fortement émetteurs. Et ces transports sont du coup responsables aussi on va dire, du réchauffement et donc du dérèglement climatique. Mais rien qu'avec ces deux postes, on explique souvent 60 à 70% du problème. Et ensuite, je dirais les éléments clés de notre vie, c'est-à-dire les sources d'alimentation et aussi de façon exponentielle tous les usages numériques qui sont eux aussi très consommateurs d'énergie et encore aujourd'hui d'énergie carbonée. De quel pays on peut s'inspirer ? Alors, si on en vient maintenant aux pays notamment dont on peut s'inspirer, on les a tous en tête et on sait bien que dans le nord de l'Europe, ou même plus proche de nous, dans des pays comme la Suisse, on a une culture qui est une culture fédérale et une culture du dialogue et de la participation. Et on a quelques exemples dans lesquels cette vision, cette culture du dialogue et de la participation a permis de réfléchir autrement et de faire autrement. C'est-à-dire que notamment la place de l'individuel par rapport au collectif a été rediscutée. La première chose que l'on voit émerger, c'est qu'au lieu d'avoir des voitures individuelles, les voitures sont mises en autopartage. La deuxième chose que l'on voit, c'est que des choses qui nous paraissent normales de tous savoir peuvent être mutualisées. Une des choses les plus simples, c'est par exemple les outils pour bricoler. Au lieu qu'on ait tous notre caisse à outils ou un local de bricolage, c'est mutualisé. Les aspects également, je dirais, réception de famille, donc avoir des jolies chambres, des petits appartements pour recevoir notre famille, nos enfants, peuvent là aussi commencer à être mutualisés. Donc c'est une réflexion qui a comme nœud le mode de vie et qui a comme pendant le fait de commencer à mesurer l'impact pour chacun de son mode de vie. Et on voit bien qu'il y a ensuite des mesures de l'ordre de la collectivité, c'est-à-dire transformer le mix énergétique, permettre que des transports soient mis à disposition, que au niveau de l'agroalimentaire, il y ait une offre qui soit moins carbonée. Et aujourd'hui, une des principales sources sont bien sûr les engrais, qui sont issus de produits pétroliers et de la pétrochimie. Et donc on ait petit à petit des solutions collectives et individuelles et qu'on ait un dialogue et que chacun de nous soyons en mesure d'évaluer quel est notre impact carbone, quel est notre impact en termes de ressources et en termes de déchets, et que petit à petit, on redéfinisse ce qui pour chacun peut être mutualisé, ne peut pas être mutualisé, et qu'on puisse faire des choix en se disant, moi je veux conserver l'usage de mon automobile, et c'est une automobile carbonée, et donc je continue, mais je réduis par ailleurs. Et ainsi de suite, et qu'on soit dans ces choix raisonnés, et on se rend compte que ça permet de tout à fait bien vivre, mais néanmoins de réduire drastiquement nos émissions, nos impacts. Tout ça, on voit bien que ça implique une nouvelle manière de penser la consommation, de penser la distribution des richesses, et donc de changer les modes de vie.
L'important finalement aujourd'hui, ça serait de faire une certaine éducation en fait auprès de chacun et auprès des jeunes en particulier pour finalement acquérir une conscience écologique. Alors oui, moi je note avec beaucoup je dirais, d'enthousiasme et d'espoir auprès des étudiants que j'ai un réel intérêt. C'est là où à HEC, vous êtes à HEC? Oui, et à la Sorbonne, et également de façon ponctuelle à l'École des Ponts et à Dauphine, pour essayer de traiter en transverse la problématique de la durabilité, c'est à la fois sur le management de la durabilité, la finance durable, les aménagements durables, et puis auprès de professionnels par rapport à leurs entreprises, comment est-ce qu'ils doivent transformer leur modèle économique. Je note qu'aujourd'hui, c'est bien perçu. Les étudiants que j'ai en master, ils ont compris qu'il fallait mener des transitions. Et ce qui leur manque, mais qui, je l'espère et je le crois, est en train de se mettre en place, c'est qu'on commence à leur donner les bases pour comprendre. La première chose, ce sont les limites planétaires. Et le deuxième élément, c'est commencer à mesurer l'impact des modes de vie, l'impact de chacune des activités à l'intérieur des activités humaines. Et en faisant cela, et en ayant les premiers indicateurs, on se rend compte de l'importance de transformer. Et ensuite, il y a effectivement les freins au changement et ces éléments-là. Mais je note que l'envie maintenant est là de transformer, la prise de conscience est là. Du côté des entreprises et des chefs d'entreprise, il y a forcément une peur qui au début est de la performance et oui, du business, quoi, tout simplement en fait. Exactement, c'est comment est-ce que je peux réussir à avoir une activité où je n'émets pas de carbone, où je n'ai plus de déchets, où la première peur, c'est de dire ça va me coûter tellement cher que je vais plus être rentable. Oui. Et en pratique, ça demande un travail assez long, mais les entreprises et les personnes dans ces entreprises arrivent à se rendre compte que finalement c'est aussi une formidable opportunité. Mais pour cela, il y a un travail extrêmement important qui est de reprendre chacune des activités, de mesurer son impact et ensuite de comprendre comment d'un côté on peut réduire cet impact, et là on est dans la remédiation, et de l'autre côté se dire mais par rapport à ma façon de faire aujourd'hui, à la gestion de mes activités aujourd'hui, il y a probablement de nouvelles activités que je peux développer et que j'ai intérêt à développer pour répondre à ces besoins de transition. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les finances vertes, c'est-à-dire des finances responsables, environnementales, avec des critères justement environnementaux pour avoir des impacts sociaux, on va dire, positifs? Oui, alors c'est vrai, c'est bien tout le mouvement de la finance verte, de la finance durable, de ces éléments-là. Et il faut voir que comme pour les entreprises, nous n'en sommes qu'au début. L'Union européenne a été vraiment force de proposition avec le Green Deal, avec la taxonomie. Mais quand on regarde les textes, évidemment, il y a encore beaucoup à dire et beaucoup à faire, ce qui fait qu'on a parfois aussi une impression assez contrastée parce qu'il y a aussi du greenwashing. C'est-à-dire que le premier mouvement face à la pression qui monte de faire autrement, ça peut être une approche très commerciale au mauvais sens du terme en disant je vais acheter des compensations, je vais simplement mettre des premières mesures très cosmétiques
sur mon activité pour dire que je fais quelques actions de durabilité sans que pour autant je ne transforme grand-chose dans l'entreprise et je ne modifie profondément son impact. Donc ça, c'est aujourd'hui vrai malheureusement encore assez largement et c'est évidemment contre-productif. Mais c'est la première étape, le temps que les entreprises comprennent que, un, c'est possible, que deux, elles peuvent y avoir intérêt, et trois, que aujourd'hui ça devient le seul moyen de recruter, de se développer, en tous les cas face à des populations qui sont de mieux en mieux formées. Malheureusement, on ne commence que maintenant aussi à former les jeunes à cette matière-là. Jusqu'à présent, on n'en parlait pas. Et donc, il y a un mouvement qui devrait être, on peut l'espérer, inexorable, sachant que comme à chaque fois dans nos sociétés, dès qu'on est face à des transformations profondes, il y a aussi malheureusement beaucoup de désinformation parce que vous suscitez des craintes avec des secteurs d'activité qui se disent mais je risque de disparaître, je risque de plus pouvoir exister. Et donc là, on est face à des organisations qui se défendent contre cette évolution et qui ensuite, sous la contrainte réglementaire, sous la pression de la société civile, vont être amenées à se transformer et on peut le souhaiter évidemment, le feront aussi. Bien sûr. Et au niveau des particuliers, on comprend bien que c'est primordial que chacun s'y mette. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les bons gestes qu'on peut avoir? Je sais que vous, par exemple, à titre personnel, vous cherchez à être autosuffisant en électricité. Vous avez fait votre maison avec des normes particulières. Oui, alors moi j'ai toujours pensé que pour éviter de dire des bêtises quand on fait de la recherche, il faut aussi essayer de s'appliquer à soi-même ce en quoi l'on croit et on se rend compte que l'évolution, c'est pas du tout un chemin linéaire, c'est vraiment un chemin qui est fait d'amélioration permanente et continue. Et donc, par exemple, oui, sur l'habitat, ça m'a intéressé de l'appliquer et de me rendre compte qu'effectivement c'était possible, mais qu'aujourd'hui, là aussi, c'est difficile de trouver une réponse qui existe sur le marché. Elle n'existe pas encore, il faut la construire, mais qu'en revanche, c'est possible. Et c'est d'autant plus important que si on regarde la durabilité de façon un peu globale, on peut faire un petit bout de chemin ensemble pour montrer cela. Bien sûr, si on veut traiter la problématique du réchauffement climatique, qui est à l'origine des vents, des pluies, des températures, et qui est donc un problème de fond, sur lequel on a maintenant des premiers travaux de recherche qui datent de la fin du 19e siècle. Et depuis 1980, un consensus scientifique mondial sur le fait que oui, les gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique et des problématiques donc de typhons, de pluie, d'inondations que nous connaissons aujourd'hui et qui s'accroissent. Si on veut résoudre ce problème-là, la problématique, c'est l'énergie et l'énergie carbonée. Et donc, pour traiter ce sujet-là, tout simplement, nous avons décidé au niveau de la famille, on s'est dit, bon, on va produire notre électricité. Et donc, on a installé des panneaux photovoltaïques et on a complété ces panneaux photovoltaïques. Comme on est dans un endroit où il y a la forêt autour et où on peut émettre aussi quelques poussières, on complète avec un chauffage au bois. Avec ces deux éléments, rien qu'avec le photovoltaïque, on couvre 6 mois de l'année où on produit plus d'électricité que ce qu'on en consomme. Et cette électricité, on va du coup la redistribuer dans le réseau
Et là, les électrons sont très pratiques et pragmatiques. Ils vont au plus proche. Donc, ce sont les personnes qui sont autour, qui ont besoin d'électricité, qui vont le consommer. Lorsqu'on fait ça, effectivement, si on prend des panneaux photovoltaïques qui sont produits pas très loin de là où on habite, ce qui est notre cas puisque ce sont des panneaux qui sont faits à la frontière entre la France et la Suisse et l'Italie, ces panneaux-là, pour les produire, il a fallu l'équivalent de 3 années de leur production. Et ce sont des panneaux qui ont une durée de vie de plus de 30 ans et probablement plus de 40 ans. Donc on voit que là, on est sur quelque chose qui est vertueux. Et ils sont composés uniquement de verre, d'aluminium et de quelques composants qui sont tous recyclables. Donc, ils pourront être réutilisés. Il n'y a pas de déchet ultime à l'intérieur de ces panneaux-là. Oui, il faut penser à tout, en fait. Hein. Exactement. Mais vous voyez que de façon pragmatique, on peut le faire. Oui. Ça, c'est sur les aspects énergétiques. Il faut être guidé, en fait. Alors, oui. Et je pense que aujourd'hui, on peut réussir à le faire. Si on donne une information qualitative, si on mesure réellement nos impacts, ce que ça produit, ce que ça donne, et l'intérêt qu'on peut avoir à le faire, parce que dans notre cas, évidemment, notre facture d'électricité, c'est avant tout de l'abonnement, c'est très peu de la consommation. Et donc, vous voyez qu'on a aussi intérêt à faire cet investissement-là. C'est tout à fait rentable. C'est pas seulement, je dirais, environnementalement souhaitable et socialement agréable aussi, parce que pour notre mode de vie, on a en plus mis des panneaux qui nous permettent de jouer au ping-pong toute l'année en dessous, tout simplement parce que ça fait une couverture et un abri qui est situé sur un bord de là où nous habitons. Donc c'est à la fois utile, récréatif, socialement agréable et économiquement viable. Et puis c'est profondément aussi durable parce que c'est une électricité qui ne va pas nécessiter un réseau ni de centrale au charbon ou quoi que ce soit. D'autres qui va potentiellement sinon émettre du carbone, émettre des déchets ultimes qu'on va avoir du mal à retraiter. Ça, c'est l'énergie, c'est le réchauffement climatique. Après, aujourd'hui, dans les problématiques que nous rencontrons qui sont profondes, il y a les aspects biodiversité, il y a les aspects logistiques de nos vies. Donc le fait qu'on puisse utiliser des moyens de transport décarbonés, donc être à proximité d'une gare où l'on va à pied, où on va aller avec un moyen type un vélo, même s'il est électrique, aujourd'hui ça donne des possibilités, mais pour ça il faut des routes aménagées, il faut des choses. C'est là où on voit l'impact de la collectivité et des comment. Mais très vite, on réduit de façon très importante les problématiques de réchauffement climatique. Sauf si on prend un avion derrière, ça y est, on met par terre tout le bilan carbone qu'on avait eu de correct toute l'année, quoi, en fait. Alors, c'est vrai ce que vous dites, Christelle, mais là aussi, à nous à être responsables. C'est-à-dire, on peut prendre l'avion, mais aujourd'hui, de façon sérieuse, vous avez à la fois pour les loisirs et à la fois les loisirs, c'est-à-dire pour faire un voyage ou même pour un déplacement, vous avez à la fois des compagnies aériennes et des compagnies qui organisent les voyages qui de façon réelle vont compenser votre impact et avec des vraies mesures. C'est-à-dire que les vraies mesures, elles vont être aujourd'hui, on peut tout à fait planter des arbres, faire en sorte que ces arbres se développent, mais on parle bien de les planter réellement à des endroits où il n'y a pas de forêt. On parle bien pas seulement de mettre l'arbre, mais de veiller à ce qu'il se développe
pour qu'il absorbe du carbone. Et si on fait cela, certes, ça renchérit le prix d'un billet, mais là, on est sur quelque chose qui permet de prendre l'avion tout en ayant compensé. Et sinon, on peut aussi essayer de se déplacer en train, le faire différemment ou autre. Mais j'ai entendu, je ne sais pas si vous avez entendu ça, qu'ils envisageaient de limiter par an à 3 trajets par avion par personne pour des voyages d'ordre privé. Alors, là, on est sur des considérations qui peuvent être des choix politiques. Moi, j'ai du mal aujourd'hui, c'est d'ailleurs vraiment des points qui m'intéressent. Je pense que c'est très difficile de faire de bons choix politiques en matière de durabilité parce que on ne dispose pas d'indicateurs qui sont fiables. C'est-à-dire que, vous voyez, j'essaie de faire un bilan carbone et on le fait en famille pour chacun de nous pour essayer de se rendre compte. Mais typiquement, je ne suis pas sûr que si on pose la question largement, chacune des personnes que l'on interviewe ait une idée même de ce qu'est leur impact carbone. Ça, c'est sûr. Le deuxième élément ensuite, c'est au-delà de l'impact carbone, qui est, j'ai envie de dire, un point important, mais qui ne traite que du réchauffement climatique. Le problème de durabilité aussi aujourd'hui, il est très lié à la biodiversité, il est lié à l'eau et à la qualité de l'eau, il est lié à la qualité de l'air, il est lié aussi à la réduction des inégalités et donc à un ensemble de choses assez large qui permet que schématiquement tout le monde puisse vivre et être dans une situation de bien-être. Si on n'a pas ces indicateurs, il me semblerait que on soit dans une situation où on risque de prendre de mauvaises mesures, y compris politiques, qui sont des choix. Il me semble qu'il y a urgence à éclairer et à débattre au sein de la société de c'est quoi la durabilité, qu'est-ce qui est important pour vivre tous ensemble, oui. Fixer des priorités et à ce moment-là, on serait en mesure de faire des bons choix. Mais aujourd'hui, imposer à des personnes de faire seulement 3 voyages par an, j'ai envie de dire, c'est anecdotique. Aujourd'hui, vous avez un nombre très important de personnes qui ne prennent jamais l'avion. Oui. Vous avez un nombre très réduit de personnes qui prennent énormément l'avion. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Ceux qui prennent énormément l'avion, vous allez très fortement les pénaliser. Ceux qui ne le prennent jamais, ils vont pas s'y intéresser. Et entre les deux, vous avez des personnes qui vont s'en satisfaire ou pas s'en satisfaire. Mais au final, la mesure, l'impact réel qu'elle va avoir, est-ce que ce serait pas plus intéressant de dire à tous ceux qui prennent énormément l'avion, à tous ceux qui ont un impact carbone ou autre, de leur dire attention, le réchauffement climatique est important, c'est ma priorité, il faut qu'on le résolve. Leur donner des solutions pour le cas échéant, compenser mais avec des mesures réelles. Leur donner des éléments de choix, leur donner la possibilité d'acheter de vrais billets où la compensation soit faite et ainsi de suite. Et ensuite, il y a des décisions qui sont d'un point de vue macro à mener effectivement. C'est qu'aujourd'hui, on le voit dans certains secteurs, importer des vêtements qui ont été faits par des enfants ou des personnes qui sont opprimées, avoir 30% de la production agricole qui est jetée parce que on ne sait pas acheminer les produits en temps et en heure, avoir des produits qui sont des déchets ultimes qu'on ne sait pas réutiliser. Tous ces sujets-là, évidemment, là, il y a une action systémique à mener. Je crois que vraiment, il y a un débat de fond à mener sur c'est quoi la durabilité, comment est-ce qu'on vit ensemble et comment est-ce qu'on rend notre vie sur Terre soutenable et vivable, donc, et de façon dans le temps, qu'elle puisse être menée dans le temps. Et une fois qu'on a défini ces éléments-là, chacun des territoires va avoir des réponses différentes.
Et vous voyez bien que la problématique de l'énergie, notamment du chauffage, elle est très prégnante dans le nord de la France. Le chauffage n'est pas un problème dans le sud de la France, qui est en train de devenir un problème, c'est plutôt le refroidissement. Et ça, ces débats-là, ça me paraît essentiel de les avoir et qu'ensuite, le débat politique puisse être des priorités différentes en fonction de ce que l'électorat souhaite et de ce que l'électorat majoritaire souhaitera mettre en place. Ça, oui. En tout cas, on voit bien que le développement durable, c'est vraiment un pari sur l'avenir. Merci de nous aider à garder la confiance. Merci à vous, Christelle, d'éclairer et de contribuer par ce que vous faites à ce que il puisse y avoir une information qui soit donnée, à ce que vraiment il y ait une prise de conscience. C'est parfait, on va continuer à avancer ensemble. Alors je vous dis à bientôt. Merci Christelle, à bientôt. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.